c'est un élément clé dans le dispositif, tout est lié, et qu'en même temps, on envoie la traduction boursière, puisque je le disais à l'instant, voilà, le jour où il y a une bonne nouvelle sur les banques tirent le marché, le jour où finalement il y a une mauvaise nouvelle ou une nouvelle qui est interprétée négativement, les banques entraînent le marché à la baisse. Donc on est doublement intéressé. Est-ce que, effectivement, à horizon d'un mois, 2 mois, on va arriver à une solution, on va passer à autre chose? Alors d'abord un chiffre qui est rarement commenté, depuis le début de la crise en 2007, on a injecté dans l'économie mondiale 23 000 milliards de dollars. 23 000 milliards de dollars. Ces milliers de milliards de dollars vont un jour réapparaître dans l'économie réelle. On va tous être l'objet d'une sorte de laundering perpétuel, de recyclage dans la machine à laver. Ça va un jour produire des effets sur l'économie réelle. Deuxièmement, il existe des valeurs sur différents marchés qui sont très porteuses. J'ai fondé une entreprise de biotechnologie il y a 1 an, qui est sur Alternext, je ne la cite pas pour ne pas faire de publicité, qui aujourd'hui se trouve très au-dessus de son cours d'introduction. Il existe des valeurs innovantes, d'entreprises petites, innovantes, qui réussissent à gagner la cote et qui sont de bons investissements. Il faut les trouver, il faut les chercher, il faut travailler, en effet. Et puis, votre question appelle une réponse plus institutionnelle aussi. Je ne pense pas que les prochaines réunions du G20 puissent se conclure par la photo de famille, comme il a été dit par un de mes collègues tout à l'heure à ce panel. En vérité, si nous passions le cap du G20 sans décision fondamentale, et je veux dire ce que c'est qu'une décision fondamentale, c'est une décision brutale et forte. Parce qu'à chaque fois qu'on fait des petites mesures partielles moyennes, on sait qu'il faudra en prendre une autre. Et les marchés savent très bien que s'il n'y a pas un coup d'arrêt brutal et fort, décidé par l'ensemble des participants de cette conférence internationale, ou décidé à l'échelle nationale, par exemple, c'est ridicule d'avoir fait un plan dit de rigueur, je crois, à 11 milliards d'euros en France, alors que tous les plans du même type dans le reste de l'Europe sont entre 50 et 85 milliards d'euros. Nous, on a fait 11. Et on croit qu'avec 11, on va amuser la galerie et dire ça va aller mieux. C'est ridicule. Parce qu'on sait très bien qu'il faudra recommencer. Il vaut mieux le dire aujourd'hui. Hein. Et entre 50 et 85 ailleurs, 11 chez nous. Notre situation, certes, accrochée au Deutsche Bank, accrochée à l'Allemagne, quelqu'un a dit tout à l'heure, on est dans le wagon de l'Allemagne. Passager clandestin, c'est une bonne formule. Donc on sait très bien qu'aujourd'hui, nous suivons l'Allemagne et nous sommes entrés en fait, l'euro est devenu une sorte de Deutsche Mark nouvelle manière, et c'est très difficile. Imaginez que nous soyons encore en franc. Permettez une petite parenthèse. Soyons en franc et en Deutsche Mark. On a encore le franc en France et le Deutsche Mark en Allemagne. Est-ce qu'on pourrait se dire, il y a 10 ans, est-ce qu'on pourrait se dire on va rentrer dans la zone marque? Ben, c'est ce qu'on a fait. Et on ne pouvait pas rentrer dans la zone marque sans faire un effort gigantesque de changement des paradigmes de l'économie française et de modification de notre attitude investissement-consommation, comme mon voisin l'a dit excellemment tout à l'heure. Donc je pense que les décisions du G20 vont être, si elles veulent vraiment sortir de la crise, brutales, dures, efficaces immédiatement. À cet égard, je suis optimiste, car Mme Merkel et M. Sarkozy ont compris cet enjeu, et même si Mme Merkel a raison de dire c'est pas nous tout seuls qui allons tout payer pour tout le monde, il y a des convergences d'intérêts entre, je l'ai dit tout à l'heure, Obama, Merkel, Sarkozy et l'ensemble des dirigeants internationaux, y compris les pays en développement. Et parmi les décisions radicales que vous évoquez, ça peut être par exemple le fait qu'on trouve un consensus ou un accord sur le niveau de décote de la dette grecque, par exemple, par Florentino, ça peut être... C'est 75% la dette grecque. Officiellement, on est à 21, dans les faits à 50, ça veut dire qu'il faut en fait plus encore pour que... Moi, ce que je peux vous donner, c'est le programme qui est attendu, pour reprendre ce qui a été dit, par les marchés, et qui fera que ni le 24 octobre, ni le 6 novembre, on aura une réaction négative, c'est-à-dire le programme des festivités, il faut que ce soit une décote sur la Grèce de plus de 50%,
de plus de 50%. Il faut qu'on ait un stress test qui soit accepté, par lequel on voit les bilans des banques, mais avec des valeurs de marché pour les emprunts toxiques, pour les emprunts de pays périphériques. Ma langue a fourché, mais pas trop. Il faut qu'on annonce une recapitalisation des banques et la méthode de recapitalisation des banques. On sait à peu près ce que ça va être, c'est-à-dire que ça sera, on va permettre aux actionnaires existants des banques de participer à une augmentation de capital qui sera probablement garantie en partie par les États, qui lui-même sera garanti par le Fonds européen de stabilité. Donc ça, c'est le troisième élément qu'on va demander. Le quatrième élément qu'on va demander, c'est la garantie sur les dettes souveraines partielles du Fonds européen de stabilité, c'est-à-dire dire, si vous achetez aujourd'hui de la dette espagnole, ben les 20 premiers pourcents vous seront garantis par le Fonds européen de solidarité financière, donc voilà, de stabilité financière, pardon. Donc ça, c'est une autre mesure. Tout ça, on est encore dans le sommet européen. Et enfin, la cinquième mesure, je rebondis sur ce qui a été dit, ce sera de dire les traités ne sont pas achevés. Je crois qu'il faut le dire. Et donc pour l'instant, il faut quand même rappeler qu'on est dans l'illégalité la plus totale, c'est-à-dire qu'on prend beaucoup de mesures qui sont la limite, voire qui ont passé déjà depuis longtemps la limite des traités, mais on les prend quand même. Donc soit on continue comme ça et donc on va vers plus de convergence et de fédération, soit il va falloir repenser les traités, mais vous imaginez, on a vu ce qu'on a vécu avec la Slovaquie, vous imaginez si on rouvre la négociation sur les traités, s'il faut repasser par des référendums dans 27 pays, on est mal parti. Mais l'idée simplement qu'on reconnaisse que les traités ne sont pas terminés et qu'il va falloir faire du boulot pour aller vers plus de fédération, je pense que c'est le cinquième élément. Ça, c'est pour le sommet européen, j'en aurais terminé. Et ensuite, il faut qu'on arrive, nous, Européens, donc ça veut dire que le 24 octobre, les marchés ne seront pas déçus. Et qu'on pourra aller vers le G20. Le G20, c'est le 3 novembre et le 4 novembre. Là, il faut qu'on arrive avec cet accord européen, et à ce moment-là, ce qui commence à être le cas, puisque ce matin, le Financial Times a annoncé qu'il y avait déjà des négociations, si on arrive avec un accord européen, comme vous l'avez dit, brutal, réel, demander aux pays émergents de participer à l'effort global. Donc, ce que le Financial Times a annoncé ce matin, c'est que les pays émergents comme la Chine et le Brésil et autres participeraient, mettraient plus d'argent dans le FMI pour permettre au FMI de plus intervenir pour aider l'Europe. Donc voilà ce que peut-être vous appelez quelque chose de brutal. Je pense que ce programme de festivité, on l'a, il est assez clair. Et le choix aujourd'hui, il est simple, hein, c'est exactement ce qui a été dit tout à l'heure. C'est-à-dire que c'est soit ça, soit rien d'autre. C'est-à-dire que toute version édulcorée, rafistolée, ça c'est la version à minima pour qu'on ait des marchés qui ne tombent pas dans ce qu'expliquait Emmanuel tout à l'heure, une grosse crise type Lehman. Si on ne fait pas ça, on se retrouve dans une situation très problématique. Si on fait ça, on a gagné 6 mois. Et pendant ces 6 mois, il va falloir penser à la suite. Et la suite, c'est la relance de la consommation, les programmes d'austérité et de travailler sur les niveaux de la dette. Parce que de toute façon, il y a une réalité qui est quand même fondamentale, qu'il ne faut pas ignorer, c'est qu'aujourd'hui, quels que soient les pays dont on parle, compte tenu du niveau d'endettement qu'ils ont, ils ne peuvent pas générer de croissance, à commencer par les États-Unis. Alors, on est au Forum de l'investissement et Marie-Antonie, vous êtes aussi l'auteur, votre dernier ouvrage s'appelle Sauver votre argent. Vous y faites un mode d'emploi, vous proposez un régime de santé pour nos économies. Alors, quand on va quitter la salle tout à l'heure, après avoir, j'espère, bien compris tous les enjeux actuels, en même temps, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on peut effectivement sauver son argent et comment on va investir en sortant de l'amphithéâtre tout à l'heure? Est-ce que vous avez des idées concrètes à nous rappeler? Oui, enfin j'ai une idée concrète qui finalement, paradoxalement, j'ai beaucoup plus appris par les investisseurs eux-mêmes que je n'ai appris aux investisseurs. Bon, c'est une leçon d'humilité, mais je me suis aperçu finalement que depuis 2008, les investisseurs français ont fait quand même des choix qui, 3 ans après, sont spectaculaires. C'est-à-dire que quand on voit l'épargnant moyen français, il a finalement fait très peu de bourse depuis 2008, parce qu'il s'est dit, bon, on nous raconte des histoires, et puis on nous dit à chaque fois que ça va remonter, mais ça ne remonte jamais. Le résultat des courses, on est avec un CAC qui est quand même au niveau de 1998. C'est pas 10 ans pour rien, c'est 13 ans pour rien. Deuxièmement, il a mis tout son argent dans des livrets A. On a 200 milliards d'euros, on n'a jamais vu ça, dans 60 millions de livrets A sur 65 millions. Et c'est un bon choix, parce que quelque part, c'est une sécurité avec un taux qui est relativement protecteur par rapport à l'inflation. Il a laissé son argent en
assurance vie en euros sans le retirer, mais il n'en met plus aujourd'hui. Alors je pense que l'assurance vie en euros, elle souffre de ce que disait Olivier, j'ai beaucoup apprécié ce que disait Olivier, c'est-à-dire qu'il faut que les compagnies d'assurance jouent la transparence, c'est-à-dire qu'elles ne peuvent pas continuer à vendre des contrats d'assurance vie sans dire ce qu'il y a derrière. C'est-à-dire que si on vous donne du 4% mais qu'il y a de la dette grecque, moi j'en veux pas. Donc il faut simplement qu'elles annoncent ce qu'il y a dans leur portefeuille. Et puis si j'ai un petit conseil d'homme de marketing, c'est qu'il faut peut-être qu'elles changent le nom, parce que l'assurance vie en euros qui est censée indiquer la sécurité, le mot euro maintenant fait plus peur que le reste. Donc là il y a un problème de marketing. Donc l'assurance vie, et enfin les Français sont précipités sur l'immobilier, l'immobilier pour leur résidence principale, quand ils pouvaient, et l'immobilier locatif avec incitation fiscale, en essayant d'éviter bien évidemment tous les produits, excusez-moi l'expression, un peu arnaque, mais essayer d'avoir les vrais produits, pas se retrouver dans la banlieue d'une ville de province dans laquelle il n'y aura jamais personne qui va louer l'appartement. Donc si je regarde ces choix qui ont été faits par les Français, qui sont des choix de bon sens, je me dis qu'ils ont fait des choix qui sont des choix de qualité. Rajouter à ça qu'ils ont acheté un peu d'or, et l'or a fonctionné. Pour moi, le ménage français a été le meilleur gérant de fonds depuis 4 ans. Donc aujourd'hui, je regarde ce qu'ils font, j'écoute, je m'aperçois que pour l'instant, ils ont marqué une pause sur les fonds d'assurance vie en attendant d'avoir la transparence qu'appelle de ses voeux Olivier, je l'appelle aussi. Ils ont raison. Dès qu'on l'aura, il faudra revenir sur le contrat d'assurance vie en euros. Quant à la bourse, je dirais qu'il faut être très direct. La bourse ne peut être qu'une partie, sauf pour quelqu'un qui doit vraiment, qui peut y passer du temps. Ça ne peut être qu'une partie infime en fonction de l'âge de la personne et son degré de risque, de ses liquidités financières. Et il faut les suivre de très près. L'époque où on disait acheter des actions, de toute façon dans 10 ans vous aurez gagné de l'argent, cette époque est terminée. Les gens qui ont fait ça à l'été 2007, ils attendent toujours les 6100. Les gens qui ont fait ça en septembre 2000, ils attendent toujours les 6900. Donc on ne peut pas continuer à leur dire ça. Ça modifie en tout cas effectivement le discours commercial, par exemple sur les actions. Néanmoins, je pense que tout le monde sera d'accord avec moi, et en particulier sans doute Olivier Legrand, mais on a effectivement, comme vous le rappeliez, quand même toujours intérêt, enfin plutôt intérêt à acheter des actifs en bas de cycle qu'en haut de cycle. Et au terme de ce cycle de 4 ans que vous décrivez, on est quand même dans une situation où l'immobilier, par exemple l'immobilier résidentiel ou l'or, pour prendre l'exemple que vous citiez, sont a priori à des plus hauts historiques. Hein. Alors, tant que l'arbre n'est pas monté jusqu'au ciel, on ne peut pas savoir où est le ciel. Mais, donc là, on a quand même, quand on regarde par exemple l'évolution du cours de l'once d'or, on se dit que ça pourrait ressembler quand même un peu à une bulle. On ne sait pas si ça peut encore monter, ça pourrait être plutôt descendre. Et donc aujourd'hui, par exemple, pour un investisseur, les actions malgré tout, effectivement, qui en plus leur pâtissent quand même beaucoup de la crise de la dette souveraine, pâtissent finalement de toute la crise qui est liée à l'obligataire. Mais on le sait, les entreprises vont bien, elles ont beaucoup de cash, Emmanuel Le Chip le rappelait, elles ont souvent des résultats très solides. Bien sûr, il y a les risques du ralentissement. Mais est-ce qu'aujourd'hui, en fait, c'est plus risqué et il faut peut-être avoir un horizon plus court, hein, peut-être pas se raisonner sur du 5 ou 10 ans, peut-être comme on le faisait dans les années 80-90, mais aujourd'hui, les actions sont à la fois un actif réel, puisque vous le rappeliez tout à l'heure, c'est une part d'une société réelle, on a un acteur économique réel. Ça a une composante importante, puisque c'est une manière d'aider les entreprises à investir. Et en même temps, c'est aujourd'hui l'actif qui, toute chose égale par ailleurs, et en raisonnant, je suis d'accord de façon théorique, mais c'est l'actif qui est en fait le plus attrayant aujourd'hui, les actions. C'est pas celui qui est le plus performant, on est bien d'accord. Ça reste assez risqué, j'ai quand même l'impression. Donc, j'ai dit 4,4% de rendement aujourd'hui. Si vous avez des actions, il faut les garder. Mais d'ici à revenir sur les actions, si vous êtes investisseur à long terme, je pense que c'est un peu tôt, notamment sur les marchés de la zone euro. Voilà. Par contre, si vous êtes actif sur les actions, oui, nos clients, ils ont fait 80% d'or de plus cet été qu'il y a un an. Voilà. Donc, j'ai des capitales. Voilà. Donc, c'est vrai que pour ceux qui passent du temps, qui ont les connaissances et la volonté de s'associer à la vie de tous les jours, de chaque semaine de ces entreprises, bon, c'est possible. Pour les investisseurs à long terme, je pense que c'est important. Alors, sachant que,
par ailleurs, si effectivement il y a des questions qui se manifestent dans la salle, si vous voulez poser des questions, vous avez donc des hôtesses qui normalement sont au nombre de 4 a priori, un numéro donc ça permet de les identifier. Donc vous levez la main et effectivement vous vous manifestez. Alors pendant que ça s'organise, j'avais quand même fait un paradoxe. Il y a des actions, les mid-cap. J'ai cité tout à l'heure le secteur de la croissance verte, de l'eau, de l'électricité, voilà, des biotechnologies. Donc ce sont vraiment des actions intéressantes. Voilà, il ne faut pas oublier qu'il y a des performances boursières dans vous avez des fonds collectifs qui sont investis dessus, c'est vraiment intéressant. Voilà. Et avant peut-être qu'une première question, oui, alors je vais passer la parole à monsieur. Je rappelle juste oui, parmi les paradoxes, justement, c'est que quand vous regardez les performances, par exemple, même sur l'année 2011 depuis le début de l'année, il ne faut pas oublier que, par exemple, les marchés et actions ont dévissé, et donc forcément, tous les supports qui sont en action, que ce soit en direct ou à travers des fonds, en pâtissent. Mais quand vous regardez les performances, vous voyez que depuis le 1er janvier, c'est les fonds obligataires qui ont les meilleures performances, qui sont à plus 5, plus 6, plus 7, alors qu'on est en pleine crise de la dette souveraine. Alors pourquoi? Parce que tout simplement, il y a eu une ruée vers le Bund allemand ou d'autres. Alors, avant juste qu'on pose la question, peut-être Emmanuel avait un commentaire à rajouter. Oui, non, je voulais juste rajouter deux petits points. Le premier, c'est qu'effectivement, pour apporter un contrepoint et une opportunité historique qui nous est offerte, c'est que la révolution des technologies vertes qui se prépare, c'est une révolution comme on en connaît à peu près sans doute qu'une par siècle. Or, nous avons eu la chance, déjà il y a 20 à 30 ans, d'avoir déjà la révolution du siècle qui était la révolution des technologies de l'information. La révolution des technologies de l'information, de l'Internet, du numérique, etc., c'est une invention comme on n'en a qu'une par siècle. Avant, il y a eu l'électricité, point barre. Et là, 20 ans après, on a la chance d'avoir cette révolution des technologies vertes. Donc, il faut effectivement ne pas la laisser passer. Et puis, juste la deuxième précision, c'est que pour borner un petit peu l'horizon sur les 10 ans à venir et tracer des perspectives, et qu'est-ce qu'il faut regarder? Si on prend l'horizon français, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens ici quand même dont l'horizon, dans le jardin d'investissement est quand même globalement plutôt français, c'est le rendez-vous de la France avec son avenir, c'est le printemps 2012, c'est le collectif budgétaire, le premier qui sortira après l'élection présidentielle. Là pour le moment tout le monde se nous laisse tranquille, on voit bien que les agences de notation attendent ce moment-là, parce que la France ne mérite pas son triple 1, c'est évident, mais grosso modo on nous laisse tranquille jusqu'au collectif de la mi-2012. Là il y a deux possibilités, soit on sort par le haut, on fait ce que dit Christian Pierret, c'est-à-dire une vraie réforme fiscale, une vraie réforme de l'État pour le rendre moins coûteux, plus performant. Et là, effectivement, il y aura peut-être 2-3 années difficiles, mais comme tous les pays qui ont su faire ça avant nous, dans 10 ans, il y a 9 Français sur 10 qui seront plus riches qu'ils ne le sont aujourd'hui. Ou bien, on ne choisit pas cette voie courageuse, on fait la voie des petites réformettes, des petits budgets qui vont racler dans les fonds de tiroir quelques centaines de millions par-ci par-là. Et là, on continue lentement sur la voie du déclin que nous empruntons depuis maintenant une vingtaine d'années. Et là, dans 10 ans, 9 Français sur 10 seront plus pauvres que ce qu'ils sont aujourd'hui. Voilà, je crois que ce rendez-vous de la mi-2012, c'est le grand rendez-vous de la France avec son histoire. On disait déjà ça en 2007, mais là, vraiment, on ne peut plus reculer. Merci. Alors, place aux questions du public et on commence ici, de ce côté. Voilà, vous prenez le micro, merci. Oui, donc bonjour. Donc, monsieur Le Chypre, on se connaît. Et je vais m'adresser aussi à la salle. J'ai une mauvaise nouvelle. Vous formez une question, s'il vous plaît. Oui, c'est la règle. C'est la règle. Donc, à vous quatre, je pose la question, c'est, nous n'avons pas peur, des fois, d'aller dans l'assurance vie, mais nous voulons aussi avoir des droits, comme des droits promis en 2007, celui de transférer son vieux contrat d'assurance vie lésé, qui est avec 100 € à l'intérieur, donc, et peu d'UC. Et donc, la question c'est ça, quand est-ce que la législation sera du côté des petits aussi? Attendez, est-ce qu'on peut simplement reformuler votre question pour être sûr que alors, compris, c'est-à-dire que le droit de transfert, tout simplement, par rapport à des vieux contrats qui sont des années 90, qui sont appelés des multi-supports et qui n'ont pas d'euros à l'intérieur, donc, et qui sont avec qu'une poignée d'UC à l'intérieur et qui ne fonctionnent pas. Donc si on a la possibilité de pouvoir réintégrer un fonds en euros sur l'ensemble du Monsieur Figat et Monsieur Alain Suguenot, le député UMP de Côte d'Or, ont mis cette proposition de loi. Ça n'a pas décollé. Moi, j'apprends de Monsieur Jérôme Chartier la semaine dernière que Monsieur Sarkozy ne donnera pas ce droit qu'il avait promis en 2007 comme Madame Royal l'avait promis. Donc à un moment donné, on veut toujours
avoir ces épargnes, mais il nous faut des droits qui nous protègent. La loi, elle est pour qui? Pour les petits ou les grands? Voilà la question. Donc c'est effectivement une question. Je ne sais pas si Olivier Legrand voulait compter un élément de réponse. Ce serait bien. Voilà. Bien sûr, a priori, il n'y a pas de position fondamentale. Après, c'est une question juridique, c'est-à-dire qu'il faut simplement faire évoluer le cadre juridique. Mais... D'accord. Non, mais donc simplement, effectivement, c'est un enjeu d'autant plus important aujourd'hui que, en gros, c'est vrai, sur la majorité, on va dire, de l'univers de l'assurance vie, on a quand même une dominante en France sur les fonds en euros. Les événements récents, la période récente, fait que ça a servi effectivement d'amortisseur globalement à l'époque, ça sert toujours. Donc effectivement, c'est une question importante qui finira forcément par être traitée. Oui. D'ajouter quelque chose qui me paraît important, il faut également que la fiscalité sur les produits préférés des Français, notamment celui-là, soit stable. La visibilité et la stabilité de la fiscalité sur les principaux produits d'épargne est un élément décisif de la croissance et de la reprise. Celui qui a conclu un contrat d'assurance vie il y a 20 ans n'avait pas les 7,5% d'imposition qu'il rencontre aujourd'hui lorsqu'il cède partie ou totalité de son contrat. Et donc, la visibilité fiscale est un élément décisif de la reprise et de la confiance. Visibilité fiscale. Il ne faut pas que tout d'un coup on s'aperçoive que des produits sur lesquels on avait fondé beaucoup d'espoir et de confiance sont en fait trahis, entre guillemets, par des fiscalités nouvelles qui viennent s'ajouter parce qu'il faut faire des fonds de tiroir. Tout à fait. Merci, M. Michel. Alors, une autre question par ici. Allez-y, parlez dans le micro. Oui, alors, chers messieurs les orateurs, nous sommes très intéressés évidemment par votre développement. Vous faites très souvent référence à l'Allemagne, qui est donc notre voisin immédiat, mais on a l'impression que personne ne se pose la question à savoir comment les Allemands font, puisque eux, ils fabriquent et ils vendent, et ils sont également payés. On a vu très récemment que effectivement les charges sociales et autres en Allemagne étaient bien moindres que celles d'ici de France. Donc voilà la différence. Alors il faudrait peut-être un peu se poser la question, à savoir, parce que il y a beaucoup d'éléments de l'industrie française, moi je n'en vois plus. À part quelques grands groupes qui sont venus tout à l'heure, ou précédemment, on a fait leur exposé, dont on peut les féliciter. Mais quant à l'industrie, et ça, M. Pierret, l'ancien ministre, nous ne contredira pas, puisque dans son secteur, effectivement, des Vosges, il n'y a plus beaucoup d'industrie non plus. Vous êtes le premier à le constater. Alors, donc, il y a quand même là une question à se poser, non pas virtuellement, mais une question à voir et essayer de remettre de l'industrie en France. Alors, effectivement, il y a beaucoup d'éléments de réponse à votre question qui est importante. Peut-être, Emmanuel Le Chypre Oui, non, là, ce serait... Bon, on peut pas... C'est un grand sujet. Mais juste quand même, pour revenir sur un petit peu le secret des Allemands, je crois qu'il y a quelque chose il y a beaucoup de choses qu'on sait, hein. Je reviens pas sur l'aspect PME, dynamique, ils en ont 10 000 de plus que nous. Effectivement, ils ont su les faire croître, alors ça passe par les relations de long terme avec les banques, etc., avec toute une histoire qui est différente. Mais il y a quand même une chose qui fait le tour de force allemand des 20 dernières années, et qu'il ne faut pas oublier, c'est que les entreprises allemandes ont délocalisé massivement leur production vers l'Europe de l'Est au cours des 20 dernières années. Et ça, c'est quelque chose que nous n'avons pas fait. Elles l'ont fait à une très grande échelle. La France n'a pas su profiter de, par exemple, et ça c'est un thème aussi qu'il faudrait peut-être soulever, n'a pas su profiter de cette zone qui est le Maghreb qui aurait pu jouer ce rôle-là. Aujourd'hui, le résultat de ça, c'est quoi? C'est que quand vous prenez l'ensemble des coûts de main-d'œuvre incorporés dans un produit allemand, que vous prenez en compte la part qui a été faite en Europe de l'Est et la part qui a été faite en Allemagne, vous tombez sur un coût du travail incorporé dans le produit allemand qui a un coût inférieur de 20 à 25% inférieur au coût du travail français. Et le vrai tour de force des Allemands, c'est que malgré cette délocalisation massive, ils ont réussi à créer plus d'emplois dans l'industrie chez eux. Ça veut dire qu'ils sont délocalisés comme des brutes, mais que malgré ça, il y a plus d'emplois dans l'industrie allemande aujourd'hui qu'il y a 10 ans.
Et ça, c'est vraiment leur tour de force. Ils ont réussi ce coup. C'est vraiment l'exemple de la délocalisation positive qui rapporte comme quoi la délocalisation, la mondialisation n'a pas que les aspects négatifs sur lesquels on insiste peut-être un peu trop en ce moment. Alors, oui, je reviens vers vous, mais il faut aussi tenir compte de la pression fiscale à l'heure actuelle. Alors, c'est pour ça que j'ai dit, on ne peut pas parler d'un débat là-dessus. C'est clair que les entreprises allemandes payent à peu près 100 à 150 milliards d'euros de moins d'impôts par an que les entreprises françaises. Et c'est vrai que quand vous mettez tout ça bout à bout, ça nous fait une industrie française qui est aujourd'hui en déliquescence. Pour le voir, il suffit de voir l'état de notre balance commerciale. Un petit complément d'Olivier Legrand, puis on passe à une ou deux dernières oui, questions. sur les charges sociales, en Allemagne, bien sûr, c'est 15% contre 60% en France, sur les salaires. J'ajoute quand même qu'en termes de flexibilité dans l'emploi, l'Allemagne a un modèle que je connais parce que mon entreprise y travaille, qui est très performant. Quand ça va mal, les gens gardent des emplois dans les entreprises, travaillent moins, disons 15% de moins, ils sont moins payés de 15% par l'entreprise, mais l'État compense une partie de cette différence. Et donc, ce modèle à 3, l'État, l'entreprise, le salarié, fonctionne très bien, puisqu'en cas de reprise, eh bien, les gens sont là et ça repart plus vite. Alors, un petit mot. Juste un petit mot, à cela s'ajoute le fait que les Allemands innovent plus et investissent plus dans la recherche-développement. Nous avons un excellent système en France qui s'appelle le crédit impôt recherche. Il vient d'être écorné par la loi de finances, mais il faut le parfaire. Mais surtout, si on compare en termes macroéconomiques l'effort des pays, le premier pays en Europe, c'est la Suède. 4,1% de son PIB va vers la recherche-développement, je dis bien 4,1%. La France, c'est 2,4% et l'Allemagne, c'est 3%. Donc la différence d'effort d'innovation, car c'est par la propriété intellectuelle, la marque, que l'on gagne les marchés, qu'on les tient les marchés, surtout qu'on fait de la marge. Car la grande différence entre l'industrie allemande et l'industrie française, c'est que les marges allemandes sur des mêmes produits, par exemple l'automobile, sont beaucoup plus fortes que les marges françaises. Ce qui permet ensuite d'investir mieux, d'inventer plus et d'induire dans la production de l'innovation. Tout à fait. Alors, il faut quand même qu'on rende la salle. Peut-être deux dernières questions. Je sais que vous en avez, mais après, le forum a besoin de la salle aussi. Donc, alors ici, voilà, Xavier. Bonjour, Laurent Dupin, je suis rédacteur en chef de Bifurbank. Je vous écoutais parler du problème de temps historique et je me disais s'il n'y a pas un problème de déphasage entre deux temps, en fait, celui des marchés, des restructurations entre États, des restructurations politiques qui va nécessairement s'inscrire dans un temps long, même si on le souhaite rapide, et celui de la réaction des marchés, notamment des investisseurs individuels, qui est lui beaucoup plus rapide et finalement ingérable. Et comment est-ce qu'il n'y a pas lieu peut-être de faire des choses qui sont on appelle des sortes de mesures d'exception, un petit peu difficiles, mais qui essaieraient de réconcilier ces deux temps, sinon ça semble difficile. Ouais, peut-être, Marc.